Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour le 19e épisode de la série des bilans d'intersaison. Après avoir fait on a fait qui ? On a fait les Buccaneers il y a 2 jours. Aujourd'hui, on va parler de l'équipe qui a animé le plus quasiment cette période d'intersaison. On va parler des Chicago Bears qui avaient notamment le premier pick et qui ont fait aussi d'autres acquisitions. Avant de parler de l'équipe, je vais présenter l'équipe qu'on a avec nous. Tout d'abord, je suis accompagné d'Anto. Salut Anto. Salut Alex, comment tu vas ? Ça va très bien, merci, et toi ? Oh bah écoute, ça va, hein. On enregistre, hein. Au lendemain on est en demi au niveau du soccer, du coup on est content même si le match était immonde, voilà, ça fait toujours plaisir. C'est ça, très très mauvais match, mais bon, c'est comme ça. Et là on va parler football aujourd'hui, et pour ce faire on est accompagné de Julien aka FrenchBear69 sur Twitter. Salut Julien, comment vas-tu ? Bonjour à vous, ça va bien. Merci de l'invitation. Ça fait très plaisir. Est-ce que tu as envie de te présenter pour nos auditeurs ? Eh bien, j'ai 50 ans. Ça fait un moment que je suis à la NFL, fin années 80-90, au tout début des diffusions en France, classique, Canal+, Georges Eddy, Bietri, toute cette clique-là. Lionel Buton, pendant un temps, je crois bien, aussi. Spéciale dédicace à tous ces journalistes que je suis sûr vous adorez, et en tout cas que moi j'adore. Donc ouais, ça fait un moment que je suis les Chicago Bears, ouais. Pourquoi les Bears ? On aime poser cette question. Oui, pareil, les premiers matchs que j'ai vus sur Canal+, pardon. J'aimais leur uniforme, le logo, on pourra en reparler si vous voulez. On a fait une petite aparté tout à l'heure, vite fait. Ouais, et puis c'est la ville de Chicago. Au départ, comme toi, ouais. J'étais plus orienté sur les Bulls, qui était vraiment l'équipe magique de l'époque, en basket et puis même sur les sports US, quand même, avec Jordan. Bon, je vais pas faire l'historique, vous le connaissez. Puis petit à petit, j'ai toujours aimé le football américain et je me suis dit, ah oui, les Bears, bon ouais, alors que c'était une période où on n'était pas terrible, on sortait du Super Bowl, on faisait encore des trucs pas trop mal, mais c'était déjà les années 90, le début d'une sorte de ventre mou de l'équipe. Et moi, j'ai commencé à la connaître malheureusement pas à l'époque de Jim McMahon, tout ça. Moi, c'était plutôt avec Harbaugh, justement. Qu'on a maintenant en coach, et c'était pas encore trop mal, mais bon, mais j'ai toujours suivi cette équipe. Et puis c'est Chicago, c'est l'Illinois, ouais. C'est un État démocrate, si on doit parler de politique, on est en plein dedans. Et mine de rien, et tout ça fait que c'est une équipe du Nord, une équipe dure aussi, historique, avec cette division de la NFC Nord. Donc c'était j'y suis venu naturellement presque, tu vois. Le bon cocktail pour une franchise qu'on aime bien en tout cas. Écoute, on va pouvoir parler de la franchise en long, en large et en travers. On va faire le même parcours que lors des 18 précédents épisodes. On va faire un petit retour sur la saison 2023, parler des différents besoins de l'off-season, regarder la free agency et ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé, la draft pareil, et ensuite cap sur 2024. Et dans le cas des Bears, pour même un petit peu plus loin, on pourra peut-être aller un petit peu se projeter un petit peu plus. Pour la saison 2023, vous avez fini en 7-10. Mais on va dire que l'équipe qu'on suivait le plus côté Bears à la fin de la saison, c'était peut-être plus encore les Panthers, qui ont fini eux en 2-15 et qui vous ont filé le premier pick. Anto, je vais te laisser commencer sur la saison, pas des Panthers, on va rester sur les Bears cette fois-ci. Comment est-ce que toi, d'un point de vue extérieur, vu que tu n'es pas fan des Bears, tu n'es pas fan d'une équipe dans la division des Bears non plus, comment est-ce que toi t'as vécu avec un regard extérieur cette saison ? Bah moi, au début de saison, j'étais hyper hype par les Bears, c'est-à-dire que je les ai suivis, ça me vendait du rêve pour la off-season de l'année dernière, et j'avais envie de voir les résultats. On en parlera, on en viendra forcément un moment, on en a même parlé déjà en off, mais moi j'étais séduit par Fields, en tout cas, je pensais qu'il avait vraiment du potentiel.
Bon, malheureusement, ça s'est mal fini en l'histoire d'amour entre Chicago et Fields, mais en tout cas, moi j'étais vraiment hype. Faut voir, c'est difficile. Les Bears, j'ai l'impression, déjà faut se dire, il y a eu deux visages. Il y a eu une partie avec Fields, puis il s'est blessé, et ensuite c'est Badgen qui a repris le flambeau. Puis Fields est revenu. Et en fait, généralement, les équipes, elles ont un déclic. C'est après la bye week. C'est soit elles reviennent complètement en forme, soit elles s'écroulent. Et au début de saison, les Bears, c'était poussif. On comprenait pas trop. Et juste avant la bye week, ils ont eu un regain de santé. Ils sont repartis plus forts que jamais. La bye week est arrivée, je crois, deux semaines après, mais ça les a pas arrêtés, et ils finissent d'ailleurs sur les 8 derniers matchs, ils finissent sur un 5-3. Du coup, ils finissent en positif. Eberflus, j'aime beaucoup. Eberflus, il a repris aussi, il faut dire, il a repris les rênes de la défense, parce que alors j'ai plus le nom. Oui, Eric Washington, c'est ça, il est parti au cours de saison. Et on a senti vraiment l'expérience d'Eberflus au niveau de la défense. Je pense que ça a fait du bien à l'équipe. Mais malheureusement, offensivement, ça suivait pas. Pour moi, Fields, il a pas été assez bien entouré. Ça, je pense qu'aussi on en reparlera. Et ce qui fait qu'en fait, on ne sait pas trop où se placer. Finalement, ils finissent en 7-10. C'est pas trop mauvais. Ils sont pas très loin parce que bon, sur cette division, les Lions se sont envolés, mais les deux autres équipes, avec les Vikings, ils sont collés. Ils étaient vraiment dans le peloton, pour faire le parallèle avec un autre sport du moment. Et puis c'était Green Bay qui était en poursuivant, mais non, il y a quelque chose à faire. Il y a du potentiel avec cette équipe, et c'est une saison finalement qui promettait et plutôt décevante de la part des Bears. Comment toi, Julien, d'un point de vue un peu plus interne, t'y as pensé? T'en as pensé, pardon, de quoi t'en as pensé? Bah moi aussi, hein, j'y croyais pas mal, hein, avec Justin Field, hein, qui était annoncé à la draft 2023, hein, avec encore un échange. Ouais, c'était avec DJ Moore et les Panthers qu'on récupère. Enfin bon, bref. Fields, non, il faisait partie des top 5 quarterbacks, donc de la draft 2023. Il était prometteur. Moi, j'y croyais pas mal. Bon, il y avait toujours l'incertitude avec nous de notre ligne offensive, hein, qui a toujours été ric-rac, hein. On avait des rookies qui étaient prometteurs aussi, issus de la draft il y a 2 ans, qu'il fallait mettre en place. On avait un nouveau coordinateur offensif, c'était Luke Getsy, qu'on avait débauché des Packers. Et pour revenir à ce que tu disais, Anto, oui, on a perdu en cours d'année le coordinateur défensif. Il s'est passé un truc en interne, je sais pas ce qu'il y a eu. Il a dû dégager quasiment en milieu de saison. On sait pas trop pourquoi. Il y a eu une sorte d'omerta, mais il y a dû avoir un problème de personne ou lui de son côté. Bon, bref, donc ça aide pas. Donc Eberflus a récupéré les rênes, ce qui a pas été trop mal parce qu'on le connaissait des Colts où il avait fait du bon boulot en termes de défense. Donc c'était censé bien matcher. Par contre, ça n'a pas matché du tout avec Luke Getsy, qui pourtant aux Packers avait bien tourné, hein, c'est moins qu'on puisse dire, à l'époque de Rodgers et Co. Donc on pensait que ça le ferait avec Justin Fields, mais on a eu une attaque qui était assez linéaire, qui était très comment dire. Sur la course, qui a pas été trop mal, mais on n'a pas du tout donné les rênes à Fields, on lui a pas trop fait confiance, donc il a pas pu se lâcher. Il était toujours en mode chasser en face, donc il a quand même fait des gros jeux, hein. On se souvient du match contre les Niners, hein, sous la pluie à Chicago, qu'on a gagné en début d'année dernière. Et on avait vu l'étendue du talent de Fields en tant que passeur-coureur, quoi, et d'improvisation un peu à la Cam Newton. Donc on se disait ouais, c'est pas mal, quoi. Mais avec un mec comme Getsy, conservateur, chiant en attaque, un Eberflus qui lui est pas trop orienté non plus sur l'attaque, hein.
Donc ouais, ça a pas été mis dans les meilleures conditions. Comme tu disais, il a pas été super bien entouré aussi en attaque, Fields. Bon, il y avait quand même DJ Moore et Colmate en rusher, on n'était pas trop mal. La ligne était encore fragile. Donc ce qui nous a amené à un bilan de 7-10. Je précise, on a quand même perdu des matchs qu'on maîtrisait en quatrième quart-temps, où on maîtrisait de plus de 10 points en s'écroulant en quatrième quart-temps. Une espèce de choc psychologique, perte de confiance et incapable de ressaisir le truc. Ce qui a fait qu'on aurait pu avoir un bilan un tout petit peu meilleur. Et effectivement, on a terminé l'année pas trop mal, dès l'instant où Getsy a commencé à reprendre un peu les rênes, où on a plus ce problème de coordinateur défensif, et on a été pas trop mal. On a terminé assez fort, peut-être pas, mais on s'est trouvé. Et ça se termine après, oui, avec un Fields dans l'intersaison qu'on dégage. Et je dois avouer que moi, j'ai pas trop compris. Je me suis dit, on devrait lui laisser encore une année de plus. Et on a été plutôt impatient parce qu'on avait ce premier tour de draft. Donc on s'est dit, on va à nouveau reconstruire quasiment, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu parlais c'était un des points que j'avais. Moi, c'était les derniers cartons. J'avais vu contre les Broncos, c'était 17-0. Contre les Lions, c'était 17-6. Et voilà. Et contre les Browns, c'était 13-0. Et tu perds ces matchs de 3 points, 5 points et 3 points. Et ça, c'est vrai que c'est d'un coup, même si t'en gagnes pas les 3, mais si t'en gagnes 2 sur les 3, t'es en positif. Et avec des victoires références, parce que Détroit, tu les bats après au retour, mais à l'aller, c'était un peu une victoire statement. Les Browns derrière, c'était pareil, ça aurait fait 3 victoires de suite. Les Denver, ça aurait été ta première victoire de la saison. C'est vrai que quand t'as le match contre Denver qui arrive, tu te dis, oula, même les matchs que tu maîtrises, tu les gagnes pas. Ça risque d'être un peu compliqué cette saison. Et c'est vrai que je me rappelle à un moment, quand t'es en 0-4 et que t'as les Panthers qui démarrent aussi mal leur saison, tu te rappelles que t'as leur pick et le tien. Tu te dis en fait on est sûr on va avoir les deux, quoi. On va avoir Williams et Harrison la saison prochaine, et ça va le faire. Au final, ça s'est amélioré, ça montre des signes intéressants. On a vu Badgen qui arrive à montrer quand même en tant que backup qui est pas si mal, et c'est pas si mal pour vous pour les saisons à venir. Peut-être que Fields aurait été mieux en numéro 2 pour la saison qui arrive que Badgen. Après, ça permet de faire de la place à côté pour d'autres choses. Donc voilà, mais c'est vrai que cette saison était un peu compliquée, mais on avait l'impression que c'était quoi qu'il arrive une saison de transition au vu de la saison des Panthers qui te donne le premier choix. On va pouvoir aller, si ça vous va, on va pouvoir aller vers l'off-season. Julien, est-ce que avant l'intersaison, tu te dis il y a un besoin primaire qu'il faut absolument adresser lors de cette free agency et de cette draft? Bon, on les a déjà comblés, je crois. Du coup, avant la free agency, est-ce que tu te disais il y a un truc qui est absolument clé? Ah oui, renforcer la ligne offensive, apporter des armes nouvelles en wide receiver à Fields, et puis pour la défense, le second rideau, safety cornerback, que là on a purgé et rénové. On en parlera avec des arrivées notables quand même. Ouais. Donc moi, le boulot qui a été fait en free agency et puis forcément à la draft, pour moi, on a comblé les trous qu'il fallait combler. C'était cela, donc en ligne offensive, et puis la défense derrière, parce qu'on s'est quand même pris des touchdowns trop facilement. Autant à la course, on n'était pas encore trop mal, même si mais derrière, par contre, on était un peu just, parce qu'on avait aussi des tout jeunes safety cornerback des drafts passés. On avait Jalen Johnson qui commençait un peu à décliner, donc il fallait revoir ça. Anto, t'es d'accord? Tu partages cet avis aussi? Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et même pour revenir sur ce que tu disais, Alex, il faut aussi quand même rappeler que
que Pauls et Eberflus, c'est leur deuxième saison ensemble, le GM et puis le head coach. Et je trouve que déjà cette saison, il a commencé, Eberflus, vraiment à imposer sa marque. Ça prend du temps aussi, je pense. Il faut laisser aussi du temps. C'est pas facile quand tu arrives dans une franchise. Tu peux pas tout casser comme ça du jour au lendemain. Donc ça commence peut-être à payer, donc va falloir leur laisser le temps, mais en tout cas ça progresse sur ce côté-là. Et ouais, ce qui est fou, parce que du coup quand tu vas faire un peu les recherches et tout, tu regardes et forcément tu passes par les stats. Alors faut pas forcément s'arrêter non plus que sur les stats, mais c'est incroyable le fossé qu'il y a entre le jeu au sol et le jeu aérien chez les Bears de la saison dernière. C'est-à-dire que ça soit offensivement ou défensivement, vous êtes numéro 1 et 2 sur le jeu au sol, en termes de stats, en termes de yards, et vous êtes quasiment dans le dernier tiers, même dans les tout derniers au niveau du jeu aérien, que ce soit sur la défense ou sur le jeu offensif. Et bah on voit vraiment le fossé, et on voit vraiment qu'il y a un problème à ce niveau-là, en fait. Et donc, je rejoins tout à fait sur les besoins qu'avaient les Bears, justement. Eh ben écoute, on va pouvoir tranquillement passer à la free agency et regarder. Pour info, lors de cette free agency, vous aviez 78 millions de cap space disponible, ce qui laisse globalement de la place en général pour faire différents moves. Julien, est-ce que toi on peut commencer par un premier, on va dire, et puis après on verra s'il y en a d'autres. C'est quoi le mouvement qui t'a plus plu lors de cette free agency pour tes Bears? Alors, rectification, j'ai fait un lapsus. Je parlais de Jalen Johnson qui déclinait. Non, c'était un de nos meilleurs défenseurs. Hein. Donc, j'avais en tête, c'était qu'on a remplacé. Donc, Eddie Jackson, qui était lui, déclinant. Donc, qu'on n'a pas renouvelé, hein, que si je ne m'abuse. Il est encore free agent à l'heure actuelle. Ouais, c'est ça. Donc on l'a encore dans l'effectif. Hein. Non, il est free agent là. Il est pas, il est SF. Ouais, il est SFA. Je sais pas exactement ce que c'est ce poste-là, enfin ce truc-là, mais ouais, il est pas dans l'effectif en tout cas pour l'instant. Donc ça nous permet d'économiser encore un peu d'argent. Bon, on en avait pas mal, comme tu l'as dit. L'arrivée notable, ouais, moi je trouve, hein, pour moi c'est le All Pro, hein, justement, en remplaçant d'Eddie Jackson quelque part, c'est Kevin Byard. Qui est du lourd, qui est alors pour un an, mais c'est pareil, c'est ce que tu disais Anto là, Eberflus et Ryan Pauls. Il faut avec Chicago, faut toujours y aller doucement. Ça fait effectivement que peu de temps qu'ils sont ensemble. Il faut structurer tout ça. Il faut commencer à faire à avoir une cohérence dans les choix qu'on fait en attaque et en défense. C'est ce qu'ils font avec une assise défensive donc connue pour Eberflus, donc ce qui fait un peu l'identité depuis toujours, hein, des Bears, à l'inverse de l'attaque, mais ça justement apparemment on fait un espèce de step up là, donc on va voir ce que ça donne. Au moins un jour on va peut-être quand même être pas mauvais en attaque et aussi en défense, qui ferait qu'on serait une vraie grosse équipe comme on l'a été par le passé, mais principalement sur la défense. Donc ouais, Kevin Byard, excellent, 1 an de contrat, qui va être là pour former notre ligne arrière, hein, pour éviter qu'on soit des passoires, entre autres. Il va apporter son expérience. Et avec les tout jeunes qu'on a aussi derrière, ça va, je pense, c'est le fit idéal. On en a profité aussi pour libérer notre centre Whitehair, qui va nous ramener un peu d'argent aussi. Et on a pris des gars des Bills, hein, si je ne m'abuse, je vais te dire ça. T'as pris Ryan Bates en centre. Alors ça, ouais, lui, c'est Ryan Bates, il date déjà de l'an prochain, mais le centre, c'est Coleman Shelton. Oui, des Rams. Oui, Ryan Bates. Voilà, mais Shelton, donc il vient des Rams. Qui est un ancien, et pareil, un contrat d'1 an, ils vont se tirer la bourre avec Bates, justement. Ouais. Donc Bates qui est plus jeune, hein, si je ne m'abuse, et Shelton plus ancien. Donc là, on va asseoir justement en pivot sur la ligne offensive en même temps jeunesse et ancienneté, en plus de ceux qui les entourent. On en reparlera peut-être plus tard. Mais donc là aussi, on veut protéger beaucoup plus
notre quarterback, ce qui avait fait défaut à l'époque avec Mitch Trubisky, déjà avec Fields, puisqu'il était obligé de prendre toujours ses jambes à son cou. Alors, ce qui faisait des big plays, c'était hyper fun à voir et compagnie, mais ce qui lui a valu une blessure, tu l'as dit. Et puis c'est pas comme ça qu'on structure une équipe de foot US, quoi. Le quarterback, il est quand même censé gérer le truc. Et là, il était un peu livré à lui-même avec Getsy qui était pas terrible, et puis avec ses manques qu'on est en train de combler, quoi. À mon avis, sur la free agency et la draft. Totalement. Moi, je vais revenir vite fait sur Biard, que j'aime beaucoup. Je trouve que son passage aux Eagles, ça a été un peu... Enfin, j'avais pas trop aimé son passage aux Eagles. Mais bon, c'est quelqu'un qui passe pour 6 mois. Même pas... Enfin, même, je dis 6 mois, parce que c'est une demi-saison, mais en fait, c'est pas du tout une demi-saison, du coup, c'est 2 mois. Il est passé 2 mois, pas eu le temps de trop de s'acclimater. Au moment du trade, j'étais là en mode, putain, les Eagles, ils récupèrent encore un top joueur. Je pense qu'au Bears, par contre, il va faire du bien. Quand tu es en année comme ça où tu prends, il a 31 ans, donc il est en leadership et c'est cool. En plus de ça, il signe que pour 1 an, donc c'est une contractière directe. Ça, j'aime beaucoup. Et je pense qu'il va être ultra intéressant et augmenter, prendre des centres. Moi, c'est toujours le poste que... Voilà, je trouve ça ultra important. Le centre, c'est la relation avec ton QB qui est si importante. Donc voilà, donc ça c'était ces petits points là. Moi, si j'en rajoute un seul, j'aime beaucoup Gerald Everett qui est arrivé en tight end pour donner une petite solution en plus de Cole Kmet en tight end. J'aime beaucoup dans la end zone, je le trouve très bon et je pense que ça peut beaucoup aider. Il y a eu beaucoup d'autres joueurs qui sont arrivés, mais lui, je pense pour mettre des touchdowns, ce qui est quand même assez important dans le foot américain, de mettre des touchdowns et pas juste de mettre des field goals quand tu arrives en red zone, très important. Donc voilà, Anto, je sais pas toi de qui tu veux parler, mais fais-toi plaisir. Bah moi, vous les avez déjà cités, mais c'est pas grave. Moi, ouais, Kevin Byard, ce que j'aimais bien avec lui, justement, je l'avais dit, vous l'avez très bien dit, mais c'est son expérience et ça va apporter pour ces jeunes, parce que finalement, même si vous êtes pris des camions et des camions de yards au niveau du jeu de la défense contre la passe, vous avez des petits jeunes, je trouve, très intéressants, et je pense que ça va leur apporter justement de l'expérience, ça va leur apporter de la maturité. Avec Kevin, les Johnson, Stevenson et puis Brisker qui ont 25, 24 et 25 ans, je pense que d'avoir un mec de 8 ans, je crois, c'est sa 8e saison, Bayern, 8 saisons dans les jambes, ça va leur faire du bien, ça va les cadrer. Everett, je suis super content aussi parce que, comme tu l'as dit, Kmet, il a fait une très bonne saison. Je trouve cette année, il s'est vraiment beaucoup montré, notamment contre les Saints. Moi, il m'avait déplu lors de ce match. Il avait fait mal, il avait été efficace. Et Everett, ça rajoute une énième cible pour Williams. Vraiment, ça va être la folie. Du coup, il y a forcément Keenan Allen aussi qui va être super intéressant, une nouvelle cible. Et puis, alors, le petit point, parce que ça peut paraître cher, mais DeAndre Swift, je pense que ça va être vraiment intéressant, parce qu'il faut quand même signaler que le problème, c'est que quand ton deuxième coureur dans l'équipe, c'est ton quarterback, même si c'est Fields et qu'il avait les jambes pour, c'est qu'il y a quand même un problème. Et je pense qu'ils en avaient besoin d'avoir un autre coureur. Surtout que le jeu à la course fonctionne bien du côté des Bears. Alors forcément, Fields en était un des principaux artisans. Mais je pense que DeAndre Swift va être bon, va apporter beaucoup, et notamment au niveau des first down, là où ça pêchait un peu au niveau de la course du côté des Bears. Donc ça va être très intéressant. Et tu le disais tout à l'heure de ton lapsus, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Jalen Johnson, moi je suis très content de sa re-signature. Je pense que c'est vraiment un joueur qui a un gros potentiel. Il a pas montré, il a encore un haut plafond. Au niveau des passes défendues, il est super efficace. C'est ce qu'on demande à un cornerback, plus que des interceptions déjà. Tant qu'il use les receveurs adverses, c'est le principal. Et je pense que c'est une très très bonne re-signature du côté des Bears, ouais. Est-ce qu'on parlerait pas de Keenan Allen un petit peu, parce que c'est vrai qu'on passe à côté depuis tout à l'heure et ça pourrait peut-être faire du bien. Julien, est-ce que t'es content d'avoir un receveur de la trempe de Keenan Allen dans ton effectif? Pour en plus, faudrait que je revoie le détail du trade, mais dans mes souvenirs, c'est pas un trade énorme. Enfin, tu payes son salaire, mais c'est à peu près tout, quoi.
Ouais, en termes financiers, ce sera pas moi qui... pareil, c'est un contrat d'1 an. Ouais. Il me semble. Pareil, Keenan Allen, c'est un peu l'alter ego du safety dont on vient de parler. Billard. Mais, Merde, ouais. ouais, voilà. C'est le même âge à peu près. C'est des mecs d'expérience. Donc lui, il va apporter son expérience en tant que wide receiver pour nos jeunes wide receivers, quelque part. En l'occurrence, notre tout jeune drafté Rome Odunze, qui est un costaud, hein, et donc il aura besoin de ce genre de mentor à côté de lui. Donc c'est parfait. C'est aussi bien sur notre ligne défensive, le second rideau, ça va être parfait avec Billard et Keenan Allen, des Chargers, débauché des Chargers, aura le même rôle pour l'attaque en sol air, quoi, on va dire. Enfin, en RR même. Parce que il est très fort, donc il l'avait prouvé avec les Chargers, donc c'est pareil, très bonne recrue, je suis content. Ça apporte des cibles encore plus intéressantes à Williams, hein, qui là avec DJ Moore, lui, Colt Met en tant que Titan, qui effectivement qui a fait une très bonne saison en tant que Titan, et en plus dans les blocs pour aider les wide receivers. Donc tout ça fit parfaitement. C'est encore une fois que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est complètement cohérent. Là, les joueurs d'expérience avec les tout nouveaux draftés qu'on avait l'année dernière et ceux de cette année. Donc tout ça doit faire prendre la mayonnaise, quoi. J'espère. Totalement. Est-ce qu'il y a d'autres moves de cette free agency dont vous voulez parler? Moi, en positif. En positif. Après, on peut partir sur du un peu plus négatif, mais en positif, est-ce qu'il y a quelque chose, Anto? Vas-y. Non, attends, du coup, tu m'as fauché en plein vol. Attends. Mes excuses. Moi, non, mais je partais sur du négatif et. Vas-y, ça fait une belle transition, donc fonce. Ben ouais, parce que moi, en fait, c'était ma déception. Alors, on en a un peu parlé, mais je pense qu'il faut quand même en reparler. Et moi, j'avais du coup une question. C'est parce que justement, est-ce que avec tout ce florilège d'armes offensives qu'on met à la disposition de Caleb Williams, alors ce qui est, je pense, très bien, parce que je pense qu'un quarterback rookie qui arrive dans la ligue ne peut pas être plus heureux que Williams, tellement il va être dans un coussin de soie. Mais est-ce que tu penses pas du coup que c'est un peu dommage et qu'on aurait pu garder Fields avec toutes ces armes-là, parce qu'en plus quand même, bon, Fields, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi au début j'aimais pas, j'avais l'impression, je sais pas si c'est qu'une impression ou pas, mais pour moi j'avais l'impression qu'au début quand il a commencé, j'avais l'impression qu'il était très suffisant. C'est-à-dire sur le terrain et hors du terrain, j'avais l'impression, il était le QB1 des Bears et puis il avait pas trop d'adversaires, du coup il était tranquille et je le trouvais très très suffisant, très détaché. Et en fait, plus ça avançait, plus je l'ai trouvé impliqué dans le jeu et dans la vie des Bears. Et puis, il faut quand même dire, Fields, il remplit quand même tous les critères du quarterback moderne. Ça veut dire que il a un bon bras, il a quand même une bonne vision de jeu, il a des jambes. Tu citais tout à l'heure Cam Newton, on peut aussi citer du Lamar Jackson. Franchement, pour moi, il avait tout du quarterback pour s'imposer aux Bears. Et là, moi, je suis Fields, je vois la fiche offensive des Bears, je suis dégoûté, quoi. Tu veux faire revivre le passé, on va plutôt parler du présent qui va nous faire croire en cette franchise. Alors c'est bizarre parce que j'ai pas du tout la même impression que tu as eu pour Fields. Justement, je le trouvais pas suffisant. Moi, je le trouvais presque endormi. Figure-toi. Dans ses conférences de presse d'après-match sur le terrain, c'est venu petit à petit. Je me rendais compte au fur et à mesure que je le voyais jouer. Il avait quand même un certain charisme, mais on avait. Alors toi, tu l'as perçu comme suffisant. Moi, je l'ai perçu comme un peu endormi, presque parfois désabusé.
Alors que oui, il avait pas vraiment de concurrence avec Tyson Bagent qui sortait d'universitaire, d'une toute petite école et compagnie. Moi, je le trouvais nonchalant. Je le trouvais nonchalant. Ouais. Mm. Je le trouvais presque à la limite sur la fin et dans la communauté Bears, on en parlait, presque limité aussi. Au niveau lecture de jeu, choix de bah ouais, coller un plan de jeu. Parfois, il avait l'air d'être perdu. C'est pour ça, il n'avait pas intérêt d'être trop suffisant et je le voyais pas comme ça. Je le voyais presque parfois un peu perdu et endormi même, manquant un peu de peps, de rage. Et je le regrettais parce que moi, je l'aimais bien hein, au départ. Hein, j'y croyais, franchement. Mais plus ça allait, plus je me disais, mais c'est vrai quand même, il est bon quand il est dans l'impro, quand il est en danger, c'est là qu'il se réveille. Mm. C'est là qu'il se réveillait. Mais quand il était censé jouer sur un plan de jeu, bah, il était perdu. Et je crois qu'il attendait, il atteignait, je parlais français, bah, son plafond de verre. Son plafond de verre et qu'il a pas trop dépassé quoi. Alors après, je suis comme toi. Il a pas eu toutes les armes qu'il fallait devant lui pour bloquer en face. Il a eu Luke Getsy qui était hyper conservateur, qui je pense l'a pas mis non plus dans les meilleures conditions, comme à l'époque l'a mis Trubitsky avec le coordinateur offensif des Chiefs, Matt Nagy, feu de paille, qui a été coach de l'année en 2018 et qui derrière a fait n'importe quoi, qui était dans des choix de jeu stigmatisés. En fait, les Bears, ça a toujours été un peu le cimetière des quarterbacks qui devaient être talentueux. Bon, en tout cas pour Fields, moi j'y croyais. Et ça m'a presque ennuyé quand il s'est barré. Je me suis dit, t'as raison, on aurait pu faire une année de plus avec lui quand même, ça ne coûtait pas grand-chose, mais comment dire, le Soleil qui était le choix de premier tour de draft avec ce qu'on présente comme un quarterback générationnel, ne pouvait pas être raté. Et je crois qu'il y a des mecs comme Ryan Pauls et Eberflus qui sont plus forts que nous, qu'ont tous les scouts qui ont pour leur dire ouais quand même, faut pas passer à côté de ce type, sachant que justement, et c'est là, et ça je l'ai vu là au cours de ces derniers mois, autant Fields me paraissait un peu endormi, pas super charismatique, autant le père Williams a l'air d'être complètement différent. On l'a vu lors du show de la draft. Fields a jamais eu ces attitudes-là, sauf sur des big plays comme n'importe qui pourrait l'avoir. Mais on a tout de suite vu avec Caleb Williams au choix de la draft que voilà que déjà il a tiré la lumière, qu'il avait du peps, qu'il était proche des supporters, qui percutait quoi, rien que déjà sur sa spontanéité au niveau médiatique. Alors on va pas se tromper, hein. Ça c'est bien beau, mais après il faudra voir sur le terrain. Sachant que lui, peut-être à l'inverse de Phil, lui a peut-être un petit boulard qu'il va falloir qu'il dégonfle parce qu'il rentre en NFL, ça va pas être la même musique que ce qu'il a connu en universitaire avec une école qui fait pas partie des plus grosses écuries, hein, même s'ils ont fait une excellente saison tout ça. Ils ont joué contre des équipes qui étaient un peu lambda, sauf à la fin pour les bowls. Mais d'ailleurs, j'avais peur de ça, moi, de ce côté un peu diva de Williams. Il faudra surveiller. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il a très, très vite pris la mesure du quarterback, d'un leadership qui doit y avoir quand même chez les Bears. Même s'il peut-être être un peu énervant et ces frasques qu'il a connues en universitaire, comment il est avec son père, tout ça, ce côté un peu bulle, bon, faudra surveiller, mais j'ai été agréablement surpris. Alors que j'avais des doutes, je me suis dit merde. Il est potentiellement une diva et ça peut vite le calmer la NFL et ça tomberait mal encore une fois chez les Bears. Mais pour Fields, on va pas refaire le passé. C'est vrai qu'une année, moi au départ, j'étais comme ça. Hein. Une année de plus, ça aurait pu le faire. Mais il y a des gens qui sont plus forts que nous et qui ont sans doute vu l'intérêt qu'il y avait
drafter Caleb Williams. Et je crois que finalement, c'est le bon choix. Et pour finir sur Fields, je lui souhaite le meilleur chez les Steelers, qui sera encore une bonne équipe, et je lui souhaite le meilleur parce qu'il a quand même marqué son passage à Chicago, dans des conditions qui étaient effectivement pas des meilleures. Totalement. Est-ce que vous avez d'autres choix qui vous ont un peu moins déçus lors de cette free agency, ou est-ce que vous voulez passer à la draft? Draft. On va faire de la SMR. Alors, la draft, elle est rapide. Il y a 5 choix. Les 5 dans les 5 premiers tours, notamment 2 dans les 9 premiers. Premier choix, Caleb Williams avec le premier pick overall, quarterback de USC. Au 9e pick, Rome Odunze, receveur de Washington. 3e tour, offensive tackle Kira Namegaji de Yale. Au 75e pick, un punter. Alors bon, voilà, c'est que vraiment t'as l'impression que tout est déjà comblé. 4e tour, 122e pick, Tory Taylor d'Iowa. Et 5e tour, un defensive end, Austin Booker de Kansas. Et voilà, la draft est terminée. Écoute, c'est une draft rapide, une draft qui globalement va s'évaluer sur les 2 premiers choix, je pense, parce qu'un punter en général t'évalue peu une draft dessus. Julien, je te laisserai parler un tout petit peu après. Je vais laisser d'abord parler Anto. Anto, qu'est-ce que toi t'as pensé de cette draft, et notamment des 2 premiers choix, sauf si tu connais Kieran Omega DJ et comment dire, Austin Booker, et auquel cas fonce. Oh bah oui, je les connais parce que j'ai écouté The Trick Play, mais sinon, non, je ne les connaissais pas. Mais non, moi, la draft est relativement bonne. Alors forcément, quand t'as le pick 1 et 9, c'est difficile, je pense, de faire vraiment quelque chose de désastreux. Et je pense qu'on reviendra sur les 2, sur Williams et Odunze. Alors, c'est vrai, moi, le seul point négatif, du coup, parce qu'il fallait sortir quand même un truc négatif, bah ouais, j'ai pas compris avec aussi peu de picks pourquoi avoir pris un punter au quatrième round. Alors, de ce que j'en ai entendu, c'est vraiment... je sais pas si on peut dire un punter générationnel, parce que il y a encore, et d'ailleurs Alex, avec vous en avez parlé avec PA il y a pas longtemps sur Janikowski des Riders, mais c'était un kicker. Ouais, voilà, mais c'est vrai que le point sur les kickers et les punters en NFL, un jour, faudra que la NFL et les franchises se penchent dessus. Mais apparemment, il est vraiment exceptionnel. Donc, pourquoi pas, finalement, les grandes équipes, à la fin, ça s'évalue sur des détails. Donc, peut-être que le détail du punter fera dans quelques années que les Bears seront the franchise, n'est-ce pas? Mais ouais, forcément, Caleb Williams... Alors ouais, Caleb Williams, j'ai l'impression, après, quarterback générationnel, forcément, il divise. Ça veut dire que tu en avais qui voilà, ne juraient que par lui, et puis tu en avais, plus la draft arrivait, plus il lui mettait des petits tacles, et ah oui, mais ça, on parle que de son bras, on parle que de son talent au lancer, machin, et tout. Ouais, au niveau des fiches de ce qu'il a rendu et tout, alors oui, il a un bras puissant, précis, qui va bien matcher apparemment avec votre offensive coordinateur Shane Waldron, qui apparemment aime beaucoup le jeu avec de l'espace, avec voilà. Et du coup, ça, à mon avis, ça risque de matcher. Et en plus, du coup, Williams aura les armes, aura les cibles pour balancer des gros obus à l'avant et gagner du yard. Il a l'air aussi un peu, alors peut-être pas autant que Fields, pour en reparler une dernière fois de lui, mais il a l'air quand même de courir, il a l'air de savoir porter le ballon quand il faut. Donc ça, pareil, un quarterback double menace, ça rentre parfaitement dans les cahiers de jeu modernes de la NFL. Donc ça, c'est toujours appréciable. Et ouais, comme tu l'as dit, il a l'air d'avoir ce côté dynamique, ce côté d'en vouloir, ce côté d'être heureux d'être tombé chez les Bears. En même temps, maintenant qu'il a vu les joueurs avec qui il allait jouer, je pense que tu ne peux qu'être content, donc forcément. Et puis ouais, pour Rome Odunze, forcément, il part en... C'est quoi? C'est le 2e, 3e receveur, parce qu'il y a Harrison et il y a
Il y a c'est qui, Nabers ça aussi. Ouais, il y a Harrison, Neighbors et il y a Odunze. Ouais, pour un receveur, un physique assez impressionnant. J'ai vu aussi polyvalent, il peut jouer dans le slot comme à l'extérieur, donc pareil, ça va pouvoir aussi. Je pense le playbook des Bears l'année prochaine, il va être assez conséquent, il va être assez épais parce que je pense qu'il y aura moult solutions à apporter dans le cahier de jeu, donc je pense que ça va vraiment être vraiment imposant et des mains sûres. Du coup, je pense que vraiment en plus, comme tu l'as dit tout à l'heure, avec Keenan Allen, il va apprendre et il va engendrer directement de l'expérience. Et pour, avec le temps, doucement mais sûrement devenir le wide receiver numéro 1 des Bears. Donc voilà. Moi, je trouve que en tout cas pour le peu de pics, et forcément quand on a le 1 et le 9, la draft des Bears, elle est réussie. Hein. Vraiment, il n'y a rien à dire. Oui, je suis tout à fait d'accord. Hein. On peut pas aller contre ça. Hein. Calais Williams, Rome Odunze, ils vont, j'espère, grandir ensemble. Keenan Allen, DJ Moore, Colt Kmet, quand même, il y a les armes. Si on veut revenir vite fait sur notre punter là, je lis parce que lui c'est un peu l'énigme. Mais bon, à la limite, on s'en fout à cette position. Il faut croire qu'on n'avait pas besoin d'autres besoins. Alors, il a remporté un trophée que je ne connaissais pas. Peut-être vous, Ray Guy Award en 2023. Le meilleur punter du football universitaire. Voilà, en fait, il est australien en plus, c'est ça, c'est un peu marrant. Et en fait, on compte sur lui en fait pour emmerder l'attaque adverse parce qu'il envoie loin quoi. Il a l'air d'être hyper précis et il envoie loin, donc ça fait déjà des positions de départ à la con pour l'équipe adverse. Donc bon, on prend. Et puis effectivement, donc Caleb Williams, on en a déjà parlé. Hein, il a un peu, je crois qu'il a un peu le gabarit aussi de Fields, décidément. Grand, costaud, bras puissant, c'est la moindre des choses pour un quarterback précis, effectivement. Potentiellement aussi de l'improvisation, de la puissance dans les jambes à pouvoir dégager, mais et c'est ça qu'on entendait de lui. Il a eu des phases où il perdait pas mal de fois le ballon. Donc, va pas falloir qu'il fasse trop le guignol à partir à droite à gauche, qu'il soit assez concentré sur ses bras, ses mains. Mais je crois qu'à l'inverse de Field, on en attendra peut-être un peu moins là-dessus et il va falloir peut-être que Shane Waldron, justement, le coordinateur nouveau coordinateur offensif des Bears, qui vient des Seahawks, si je ne m'abuse, va organiser tout ça et va essayer de faire en sorte que Williams soit dans une poche un peu plus conséquente que ce qu'on a connu dans ces dernières années, qui le mettra en confort avec les armes qu'il a. Je pense qu'on peut se permettre, que ce soit en court ou longue distance. En plus de notre attaque au centre, au centre, oui, au centre, qui peut être au centre, tout à fait, messieurs, avec nos running backs, oui, on va être multidimensionnel. Parce que si je ne m'abuse, Shane Waldron, il a entraîné des mecs comme Goff, comme Russell Wilson, donc c'est des quarterbacks un peu différents. Ça court, ça passe, et ça, voilà. Puis il va avoir un plan de jeu qui devrait être pas mal, quoi, qui devrait être assez ouvert. C'est ce qu'on attend. Et puis on n'a rien à perdre avec des gars comme ça, jeunesse plus vieillesse, un peu comme là ce soir, non? Non, je me considère pas encore comme trop vieux, faut pas déconner. Mais tout ça devrait matcher et en tout cas, il faudra pas hésiter quoi. Parce que si on est sur des schémas un peu de trouillard, ça serait complètement gâché quoi. Voilà pour ce qui est pour moi de la draft. Alors après là, le Kieran Amegadji les autres, on va pas réciter ce que j'ai vu, tout ça. Faudra voir à l'œuvre, mais ils seront pas tout de suite dans le roster, quoi. Mais ça, a priori, je fais confiance. C'est des bons choix. Mais ce qu'on va noter, c'est le binôme
futur Williams, Dunze, quoi. Voilà, là on part sur une espèce de petit noyau qui va se rajouter à ceux qui sont déjà en place et qui ont déjà beaucoup de talent. De ce que je vois sur Kieran Amidadji, c'est que ça va être deuxième derrière Braxton Jones en left tackle. C'est un peu ce que ESPN annonce en tout cas sur la partie depth chart. Depth chart, on sait ce que ça vaut, mais visiblement du coup il partirait plus pour jouer à gauche. Et ensuite Austin Booker, c'est un peu plus, voilà, c'est derrière Montez Sweat en gros en the end. Voilà. Donc ça va apprendre globalement et ça va apprendre derrière des gens pas mauvais. Donc pourquoi pas Oui. Plutôt une bonne idée, hein, surtout quand tu sais que l'objectif c'est pas nécessairement de gagner dès l'année prochaine, c'est de faire mieux l'année prochaine que cette 10. On va avoir l'occasion d'en parler. Et voilà, toujours intéressant d'avoir des joueurs que tu peux tranquillement former et ça passera. Et puis voilà, je pense qu'on est bon. Sur la partie draft, Tory Taylor qui est déjà annoncé comme le punter et le holder titulaire, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est bien lui, ils l'ont bien pris pour jouer et t'as rarement 2 punters dans ton effectif de toute manière. On va pouvoir parler tranquillement de la saison 2024. Julien, t'as dit un petit peu avant le début pendant qu'on parlait des besoins de l'intersaison, que tu trouves que ça avait été une draft qui avait comblé les besoins. Une off-season qui avait comblé les besoins, parce que la draft, tu combles que les besoins que tu peux, mais que l'off-season avait comblé les besoins. Anto, est-ce que tu es d'accord avec ça aussi ? Ouais, dans un aspect global, tout à fait d'accord, et même je reviens sur ce que Julien a dit, et je trouve, moi j'aime beaucoup ça, c'est réussir cet équilibre entre avoir vraiment la jeunesse explosive et qui va créer ton futur pour ta franchise, et avoir aussi ce taux de maturité et d'expérience pour justement accompagner ces jeunes. Et je trouve qu'ils l'ont bien fait durant cette off-season, les Bears. Et comme le disais tout à l'heure, je pense que ça va tout à fait dans ce que Eberflus et Pauls veulent faire après leur deuxième saison consécutive tous les deux. C'est voilà, construire doucement mais sûrement cette franchise. Et pas vendre du rêve pour l'exploser en 3-4 saisons, ça sert à rien. Donc ça va encore doucement être en maturation, mais je pense que ça va monter crescendo les Bears et il y aura des choses intéressantes à voir là-dessus, tout à fait. Parfait, on va pouvoir aller vers 2024. Vous avez fait 7-10 la saison dernière, on va pouvoir regarder un petit peu le calendrier ensemble. Pour faire rapidement, vous avez une bye week en semaine 7. Avant ça, vous jouez Tennessee, Houston, Indianapolis, les Rams, Panthers et Jacksonville. Jacksonville qui va se jouer à Londres, j'imagine. Ouais, c'est ça. C'est celui-là, ouais. Parce que je vois que c'est un match à 3h30, donc je me doute que c'est à Londres. Donc voilà, donc ça c'est la première partie de saison. Et ensuite c'est Washington, Arizona, Patriots, Packers, Vikings, Lions, Niners, Vikings encore, Lions encore, Seattle et les Packers. Donc voilà, un calendrier, on a connu plus simple, on a connu plus compliqué, je trouve. En tout cas, ça c'est mon point de vue. Julien, est-ce que toi tu as une idée à peu près qu'est-ce que tu penses quand tu vois ce planning et comment tu évalues tes chances pour la saison 2024? Je serai à Londres pour Jacksonville. Je tiens à remercier mon copain de la communauté des Bears, Romain, qui a pu me dégoter une place parce que c'est la guerre, quoi. Pour avoir ces places là-bas. Je ne sais pas si vous y serez ou pas. Non, moi non, pas de mon côté en tout cas. Non, moi j'ai essayé, mais j'étais 400 millième, je sais pas quoi là. Et ben voilà. Voilà, j'ai attendu et j'ai espéré et rien du tout. Bah moi j'ai galéré, mais il a eu la place et nickel, on y sera ensemble. Il y aura une bonne communauté là-bas. Donc merci à lui encore. Bon bah pour ce qui est du calendrier, on vise. Moi j'espérerais pour 2024 un bilan positif ou presque à l'équilibre. Ça va être une année en NFC Nord qui va être costaud parce qu'on va compter encore une fois sur les Lions, il n'y a pas de souci. Sur normalement, sauf accident industriel, quoi. Sur les Packers.
Je renouvelle, comme à chaque podcast que je fais ou autre, enfin une victoire des Bears contre eux, parce que ça fait un moment. Commence à nous énerver, là, les Packers. Au moins chez nous, déjà. Il y en a marre de perdre à chaque fois les 2 matchs dans la saison. Donc là, je pense qu'on va en prendre un. J'espère bien. Et puis, les Vikings plutôt. Qui va être un peu l'inconnu, quoi. On va voir si on se tire la bourre avec eux ou Green Bay pour une éventuelle 3e place qui nous emmènerait au wild card si on n'est pas trop mauvais dans les résultats, quoi. Hein. Donc, alors on a un début de calendrier qui est jouable. On commence direct contre les Titans, je crois que ça peut le faire. Ouais. Ensuite, ensuite on va à Houston, méfiance. On va avoir le père C.J. Stroud en face, une équipe des Houston qui commence à bien monter en puissance. Les Colts, chez eux, faut voir. Je crois qu'ils sont un peu dans la dèche là. Hein. Je suis pas trop les autres, mais je trouve qu'on a un début de calendrier qui est jouable. Tu joues la FC Sud. Donc ça va, ouais. Ça va. Globalement, sur tes 6 matchs, tu joues 4 fois la FC Sud, non les 3 premiers où c'est de la FC Sud. C'est vrai que c'est pas la pire division avec qui croiser, je trouve. En plus, c'est le genre de division où c'est un bon test. C'est pas nul, ou auquel cas si tu perds ça te défonce ta confiance, et si tu gagnes bah ça sert pas à grand chose. C'est bien parce que si tu gagnes bah t'avances, et si tu perds bah tu te dis ok je suis pas encore à leur niveau, j'ai envie de plus, et ça te pousse à gagner plus. C'est le sentiment que j'en ai en tout cas, et encore une fois je ne suis pas professionnel, mais c'est comme ça que je verrais la chose moi si j'y étais. Ouais, après je crois que c'est un calendrier qui est pas mal pour une jeune équipe avec notre rookie quarterback Caleb Williams, ça peut le faire. On parle pas trop de la pré-saison, mais on termine notre pré-saison à Kansas City. Donc là, peut-être qu'on mettra une équipe qui ressemblera déjà à quelque chose pour envisager les titulaires du premier match contre les Titans. On verra bien ce qui se passe. Si les Chiefs aussi jouent leur jeu chez eux là pour ce dernier match de pré-saison. Donc bon, la première partie de calendrier, c'est jouable. Donc il y a ce dernier match à Londres, le week 6 à Londres contre les Jaguars. Ensuite, on est en bye. Et puis là, on va commencer à parler des choses sérieuses. Donc il y a moyen contre Washington, Arizona. Bon, c'est chez eux. Et puis ensuite, on reçoit les Patriots. Et puis là, on rentre dans le dur avec les Packers, les Vikings, Détroit, San Francisco, Minnesota. Chez eux, chez nous. Là, on va voir ce qu'on vaut, quoi. On rentrera dans le dur. Hein. À l'extérieur, chez nous, il faudra montrer ce qu'on aura tenté d'établir en début d'année. Ouais. Autour de Thanksgiving, ça va être très très dur. Hein. C'est du coup Détroit à Thanksgiving. À Détroit. Ah ouais. Ensuite, tu passes à San Francisco une semaine après. Donc ça va, t'as 10 jours pour t'y faire. Mais bon, Détroit, San Francisco à l'extérieur. Et ensuite Minnesota à l'extérieur encore une fois, avant de réaffronter Détroit. Donc là, je te laisse continuer le calendrier, Julien. Mais c'est vrai que tu continues. C'est vraiment 3 matchs à l'extérieur qui vont être compliqués. La fin de saison, ça peut être tout bénef si on a bien réussi la première saison. Si en face, les Packers... ils baisseraient de régime ou pas. Faut voir les Lions. Après... ça va tellement vite en NFL, il suffit d'une blessure d'un joueur majeur d'un côté comme de l'autre, ça peut tout de suite basculer. Mais cette fin de saison, pour nous, là, l'enchaînement des 3 matchs là à l'extérieur, là, à Détroit, à San Francisco, chez les Vikings, ça va être chaud, quoi. Hein. Si on peut en prendre un à Minnesota, ok. Mais derrière, on enchaîne contre les Lions chez nous. Ça va être les matchs au couteau, quoi, parce que ça va être les matchs où on se positionne dans la NFC Nord, quoi, pour la suite de la saison, quoi, entre les nordistes, qui sera 2 ou 3e, quoi. Hein, ça va se jouer là, donc va pas falloir se planter, quoi. Mais c'est la saison qu'on veut, quoi, avec nos jeunes joueurs. Et du coup, tu dirais plutôt du positif, plutôt en positif sur cette saison. Ou à l'équilibre, si on arrive à être sur à être à un match en positif, ça sera vraiment bien. On aura réussi notre coup. Faut engranger tout de suite, quoi. Faut engranger la confiance, ne pas se baisser, ne pas avoir de pépins en face.
Voir si les Vikings s'enfoncent ou pas, si les Packers continuent quand même sur leur lancée aussi. Bon, les Lions, je considère qu'ils sont sur une bonne lancée, donc ça va être chaud. Après, il faut prendre tous les matchs, des Panthers, Jaguars, les Colts, les Cardinals, les Commanders. Il faudra prendre les matchs, hein, mais ça va tellement vite en NFL. Mais bon, j'ai de l'espoir. On a fait 7-10 cette année. Si on peut faire l'incroyable serait un 17. Ouais, j'y crois pas trop quand même, mais je vois plus un 9-8, un truc comme ça. Ça fait bien 17 matchs, 9-8. Ouais. Ça fait 17 matchs. 9-8, mais on peut très très vite être en 8-9 aussi, quoi. 9-8, globalement, t'es en playoff, hein, en NFC. Avec des bons tiebreakers, t'y es. Bah voilà. Anto, quel est ton avis, toi ? Bah, moi, pareil, la première partie de saison, donc de la week 1 à la week 6, du coup, attention quand même, Jacksonville, c'est jamais simple parce qu'à Londres, ils jouent quasiment à domicile et j'ai l'impression qu'ils ont un autre visage aussi quand ils jouent à Londres. Du coup, quand même, attention, mais je pense que vous pouvez arriver à la bye week et, je sais pas, être sur un beau 3-3, par exemple, ça peut déjà être pas mal. Moi ensuite, après la bye week, moi je trouve ça plutôt bon pour vous. Je vais faire mon Doug. Pour moi, je fais des annonces comme ça. Mais moi, de la week 8 à la week 12, pour moi, vous gagnez tous vos matchs. Vous enchaînez et vous êtes sur un beau rush. Bon, du coup, ça va pas se passer. Je suis désolé, hein, mais ça va pas se passer comme ça forcément vu que j'ai dit ça. Mais j'espère quand même pour vous. Et après, ouais, il y a une fin de saison plutôt compliquée. Mais je pense que quand même vous avez à faire, vous avez du talent. Et par contre, pour revenir quand même, il faudra quand même faire très attention, je pense, du côté des Bears. Alors ça, je pense qu'ils savent faire, mais bien encadré et bien entouré. Caleb Williams, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure on fait des louanges, on dit que c'est magnifique, qu'il a toutes les armes du monde et ça va être trop bien pour lui, mais attention, du coup il va être attendu au tournant. Et à partir du moment où si la machine s'enraye un peu, que ce soit les médias, les supporters, les fans des équipes de la même division et tout vont lui tomber dessus. Donc attention quand même de bien l'entourer, je pense. Ça va être très important. Et après, non, sinon, en vrai, pour moi, vous finissez sur un 9, un 9-8, je pense que c'est plutôt pas mal. Déjà, vous vous améliorez par rapport à l'année dernière. Vous avez possibilité de jouer les playoffs, comme le disait Alex, et surtout en division. Moi, j'espère que vous allez au moins faire sur du 3-3, parce que l'année dernière, vous étiez en 4-2, je crois, en division, sur la même division. Du coup, voilà, attention à ça. Mais non, moi, je pense que ça va être positif pour les Bears cette année. Hein. J'y crois aussi. Je vais regarder. Je suis en train de regarder un petit peu tout l'ordre. On va dire que la première partie de saison, elle est si belle que j'aurais du mal à voir quelque chose de... Genre, si vous êtes en négatif à la première partie de saison, j'aurais du mal pour votre saison. Si vous êtes en positif, je me dis qu'il y a une chance. Et puis ouais, je me dis 9-8, j'y crois. Je pense que vous serez en 9 victoires avant la semaine 18. Et ensuite, pourquoi pas faire un 17 avec Green Bay chez eux, mais voilà, là on sait que c'est un peu compliqué, mais ce serait beau que la dernière victoire que la victoire soit chez eux et vous fasse les battre et passer en 17, ce serait beau. Donc voilà un peu où j'évalue les chances des Bears de mon côté pour la saison 2024. Julien, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on conclue cet épisode ? C'est tout ce que je souhaite pour les Bears. Effectivement, un coach mental pour Caleb Williams. Je pense qu'ils ont ça dans leur bagage, n'importe quelle équipe NFL. Il faudra faire gaffe, effectivement, parce que il semblait parfois fragile en universitaire. Les relations avec son père, un peu de façon unilatérale. Bon, il y aura son père, d'accord, mais il y aura le staff des Bears. Il faudra pas l'oublier. Il faudra que tout ça matche aussi. Il faudra pas qu'il y ait une espèce de... C'est plus en interne, je vois. Après, ce que diront les Packers, les Vikings, les Lions, à la limite, on s'en fout, ça fait partie du jeu de la NFL. C'est plus en interne entre famille et staff. Après, il est intelligent.
Puis ouais, on le sent sûr de lui, heureusement. Mais c'est vrai que pour les interviews que je voyais de lui, il fait plus réveillé, il y croit, il est lucide. Il faudra qu'il le reste et puis que voilà, il n'y ait pas d'accident de parcours, mais je fais confiance au staff des Bears pour cadrer tout ça. Il est dans une organisation quand même qui est solide, quoi. Et on prépare le futur avec aussi un nouveau stade en prévision. Moi, le match à Londres, pour moi, ça sera un match à domicile. Hein, ça sera Chicagoland bis. Les Jaguars, ils ont une communauté qui est pas comme celle des Bears. Quand même. Ouais. C'est que Jacksonville, hein, c'est pas Chicago. Donc, je pense qu'on sera nombreux et qu'on aura plus de voix. Déjà, il y aura la mienne, puis celle des copains. Donc, il faut le prendre celui-là, évidemment. Mais c'est jamais facile les Jags à Londres, mais bon, j'espère pour vous. Mais en vrai, dans sa globalité, moi je pense que les Bears, tu vois, ils peuvent être les Texans de l'année dernière. Voilà, ça peut être une équipe dynamique, une équipe fraîche, agréable à regarder, et puis qui engendre à la fois peut-être d'aller au moins en play-off, de tirer un ticket en play-off, et du coup d'avoir ce côté de se rassurer en interne, et puis d'engranger de l'expérience. Donc c'est toujours bon à prendre. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite du côté des Bears. Julien, je te remercie d'avoir fait l'épisode avec nous. C'était très, très sympa de t'avoir et c'était très cool de parler et d'avoir ton avis en tant que fan de la franchise de Chicago. Donc merci d'avoir répondu à l'invitation, c'était top. Merci à vous. Et c'était très sympa d'échanger ensemble. Et je vois que vous y croyez aussi. Et c'est bien, il faut. Et effectivement, le parallèle avec les Texans est très juste. C'est un peu, oui, c'est à peu près la même dynamique. Si Williams peut suivre la trajectoire de Stroud comme ça pour une année comme il a fait, je suis preneur à 100%. En tout cas, ils sont sur un peu la même lignée. Donc, je crois qu'il faut y croire. Là, on est en train de construire un truc qui peut être sympa, avec enfin des Bears offensifs, sans oublier notre patrimoine de la grosse défense, quoi, aussi. Totalement. Donc merci à vous. Avec plaisir. Merci Anto également. C'était cool de refaire un autre épisode ensemble. On en avait fait un il y a pas si longtemps, mais ça commençait à faire, ça faisait. C'est un petit peu quand même, je pense. Ouais, ça faisait 4 épisodes entre qu'on n'avait pas fait ensemble, donc c'était cool. On va se retrouver dans 2 jours pour parler d'une autre franchise. On va parler des Cardinals qui eux aussi ont piqué haut, mais qui n'ont pas piqué un quarterback. Eux à la draft ils ont été plutôt receveurs. On aura l'occasion d'en parler, ce sera avec Jérôme et on va pouvoir parler de ça du coup et ce sera cool. Vous pouvez nous suivre le front office partout, Twitter, Insta, YouTube, Twitch notamment, c'est là les principaux, @le front office et le nom du compte, et après sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, là où vous avez envie de nous suivre, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous fait plaisir. On voit le nombre d'abonnés augmenter au cours de cette série, ça nous donne envie de continuer à en faire des séries comme ça, donc c'est top. Merci à tous les deux. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne fin de journée, bonne soirée, peu importe l'heure à laquelle vous écoutez cet épisode, et vive le football.